Méthodologie de la synthèse, donc méthodologie appliquée, voici la deuxième partie. Après la présentation des textes, leur analyse, la présentation de l'étude sémantique et conceptuelle du thème et construction, on pourrait dire, d'un schéma conceptuel permettant l'élaboration de la problématique. Nous pouvons maintenant passer à l'élaboration du plan. Alors, le plan synthétique a ceci de particulier qu'il consiste à relier des idées entre elles et donc à les faire correspondre au sein de différents textes. Donc, en général, méthodologiquement, on conseille d'utiliser un tableau qui ne correspond pas forcément à tous les fonctionnements personnels, individuels. Donc, vous pouvez aussi utiliser d'autres biais. Dans d'autres synthèses, je vous proposerai d'autres présentations, notamment avec des codes de couleurs. Et puis, évidemment, l'outil informatique peut être très pratique pour construire le tableau, le plan d'une synthèse. Mais si vous travaillez à l'ancienne, sur papier, stylo, un tableau de ce type peut bien correspondre, avec une première entrée présentant évidemment les textes, numérotés. Alors là, je vais réutiliser les numéros que j'avais proposés pour désigner chaque texte dans l'introduction, et ensuite une analyse, alors dans un premier temps préalable qui permet de retenir des éléments définitoires concernant le texte, donc le titre de l'œuvre dont il est extrait, le nom de son auteur, le type de document dont il s'agit, les sources, éventuellement l'année, enfin tous les éléments saillants vis-à-vis des textes ou des documents. Là, je proposais une synthèse avec des documents écrits, mais on peut tout à fait adapter ce tableau en utilisant d'autres types de documents. C'est pour ça que j'ai posé cette ligne-là. Notamment, ça peut être des œuvres artistiques différentes qui sont présentées de façon synthétique, etc. Alors, à partir de cette première présentation, on va ensuite essayer, alors en utilisant par exemple les fiches des idées principales du texte qu'on s'est constitué au départ, sous la forme de résumé, d'aligner les idées dans chaque colonne, pour chaque texte, les unes à la suite des autres, en fonction de leur correspondance à un même thème pour les différents textes. Donc ainsi, je peux commencer avec une première idée là, et une autre là, et ainsi de suite pour le premier texte. Et ensuite, pour remplir, là, je vais chercher l'idée qui va correspondre à celle que j'ai notée là. Alors, du point de vue thématique, toujours avec la distinction thème-propos que j'ai présentée concernant la problématisation, c'est-à-dire le thème, c'est le sujet, de quoi parle cette idée, et le propos, c'est ce que l'on dit sur ce sujet. Ainsi, pour un même sujet, ici, on va avoir des propos différents tenus par les différents auteurs. Et cette sélection des thèmes communs est en réalité l'élément un peu intellectuel majeur de la synthèse, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on doit montrer comment on a compris finement les idées, c'est-à-dire comment on peut les manipuler, les classer, et dans un premier temps et dans un second temps, comment on peut nommer ces thèmes communs pour ensuite en faire des titres de sous-parties. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cet exemple. Donc, on peut considérer qu'à partir du thème général problématisé, qui est la transmission des valeurs sociales, on a abordé différents domaines avec ces textes, donc les domaines de la culture, de l'éducation, de la communication, l'interaction dans la communication, notamment à travers l'objet, l'appropriation, l'esthétisation même, étaient présentés à travers ces différents textes. Ensuite, là j'ai rappelé les titres. Donc le premier texte, Homo Academicus, de Pierre Bourdieu. L'extrait est situé page 165 à 167 et année de publication en 1984. Le passage s'intitule Position et prise de position. La thématique générale, assez importante, donc le savoir comme valeur sociale, la question de la valeur institutionnelle du savoir universitaire est posée dans ce texte.
Alors, je n'ai pas pris la ligne type de document, puisqu'évidemment, là, on a uniquement des documents textuels. Évidemment, le document 5 présente des éléments statistiques, des tableaux autres qui s'intègrent dans le chapitre, mais ils ne sont pas étudiés individuellement. Le texte 2 est extrait de La Société de consommation de Jean Baudrillard. L'extrait est situé page 78 à 80. Le texte date de 1970. Et le passage s'intitule Différenciation et société de croissance. La thématique générale de ce texte est la consommation comme valeur sociale. La question de la valeur statutaire, hiérarchique et sémiologique interactionnelle de la consommation. Le texte 3, extrait de 3 leçons sur la société post-industrielle de Daniel Cohen, situé page 80 à 83 de l'ouvrage publié en 2006. Et le passage s'intitule La crise des banlieues. Il y est question de la cohésion comme valeur sociale. Question du lien entre modèle politique d'intégration nationale et de transmission des compétences professionnelles et cohésion sociale. Le texte 4, extrait des héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, est situé page 103 à 109, une édition publiée en 1964, donc ça constitue la conclusion. Passage. Le regard porté sur le système d'échelle, le système scalaire. Une opposition entre vision objective et réelle et vision subjective et formelle d'un système d'échelle distribuant les inégales réussites scolaires. Le texte 5, qui constitue la totalité du premier chapitre des héritiers du même ouvrage des héritiers de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, situé aux pages 11 à 44, publié en 1964, s'intitule Le choix des élus. Il s'agit d'étudier la lisibilité de l'accès inégal des différentes classes sociales à l'enseignement supérieur. Ensuite, en alignant les thèmes, on peut remarquer que chez Jean Baudrillard, consommer, c'est manipuler des signes distinctifs socialement pour se démarquer de son groupe, pour se référer à un groupe de statut supérieur, inférieur, peut-être lié à l'approche de Daniel Cohen, considérant le taux de chômage distinctif, comme très distinctif entre les insiders, mieux protégés que les outsiders, ce qui illustre la séparation entre jeunes précarisés et adultes stabilisés dans l'emploi. Pour les héritiers, la domination des privilèges, vue comme naturelle et non systémique, fonde la portée éminemment critique de la relativisation du succès universitaire par l'extraction sociale. Le texte 5, donc au premier chapitre des héritiers, le fondement culturel de la réussite scolaire. Donc, les capacités scolaires de classe sociale sont mesurables à la proximité réelle entre les habitudes culturelles de classe d'une part et les attentes et les critères définissant la réussite d'autre part. L'autonomisation de l'aspect économique du système d'enseignement servirait mécaniquement l'application automatique du système et des valeurs, que lui-même sert, de transmission du privilège social, puisqu'il le fonderait plus clairement sur la transmission culturelle, annulant le déterminisme économique, et légitimant des privilèges culturels qu'il transmet de concert avec le milieu socio-culturel. Alors ces 4 passages correspondant donc à la question des actes liés à l'interaction et qui auraient un caractère socio-culturel pour l'intégration de l'individu dans un groupe donc, social. L'idée à préciser ensuite. Dans le texte 3, donc Cohen, en France, seule la République se veut aidante, en établissant un système d'ascension sociale valorisé par le mérite, qui, paradoxalement, fixe avec une normalisation médiane un critère d'évaluation sociétale défavorisant ce groupe. Donc, ça peut être mis en parallèle, en lien thématique avec le texte 5, le chapitre donc, premier
des héritiers, il y a bien une inégalité formelle entre les étudiants dans la relation qu'ils entretiennent avec leurs études, affirmant la relation de classe entretenue avec la société, la réussite sociale et la culture. L'étendue et la richesse des connaissances dans les domaines de la culture sont un héritage familial d'une efficacité indirecte mais redoutable pour la réussite des étudiants favorisés. Alors là, on s'interroge sur la place de l'école et en même temps le rôle du milieu socio-familial. La privation de solidarité manifeste pour les jeunes des quartiers périphériques populaires, une question posée par Daniel Cohen, pose un problème systémique dépendant de la culture française de l'anticommunautarisme, qui fragilise ceux qui dépendent socialement de leur père et de leur intégration à leur groupe social adjuvant. C'est un problème systémique et de la question de la transmission des valeurs sociales qui est repris dans l'ouvrage des héritiers. D'abord dans le texte 4, l'effet dépréciatif global que l'idéologie du don a sur les plus défavorisés, stigmatisés comme peu doués, ferme la boucle de l'échec social, augurant un échec social transmissible. Ferme la boucle de l'échec scolaire, augurant un échec social transmissible parce que voilé, avantageusement crypté par une idéologie charismatique et apologétique de la réussite naturelle du mérite, qui redouble les déterminismes sociaux. Dans le texte 5, dans le premier chapitre des héritiers, le choix des élus, le passé social se mue en passif scolaire grâce au relais de l'orientation précoce, des choix forcés et des retards. Plus que nombre d'enseignements, la culture présuppose un patrimoine de savoir-faire et de savoir-dire, apanage des classes cultivées. Les autres vivant comme une barrière structurelle de l'université, leur expérience culturelle défaillante. En termes d'efforts et d'investissement, la réussite des moins favorisés ne reflète pas le résultat auquel ils peuvent accéder, ce qui fonde l'inégalité réelle sur les contenus et les attentes universitaires. Pour la question de la norme sociale, on pourrait dire, les textes de Baudrillard, Cohen et Bourdieu sont édifiants. Alors pour la question de la consommation, Baudrillard propose l'idée de plus-value, moins-value sociale de la consommation intégrée dans le système de valeurs signifiantes. Cohen, l'idée de la normalisation scolaire, l'inégal soutien familial fonde dès lors l'élitisme d'un système scolaire central dans l'application républicaine de la méritocratie. Pour Bourdieu, les critères d'évaluation de la réussite scolaire sont en cause. Ces définitions d'essence, modifiant le sens de la réussite en déplaçant son échelle de valeur, de celle des compétences acquises par l'étude jusqu'à celle de l'intellect, dont les capacités objectives ont été biaisées au départ par des interactions de qualité et d'ancrage culturel et intellectuel largement variables, entretenant une proximité relative suivant les classes sociales en général, avec les critères d'évaluation de la réussite. Et c'est aussi présent dans le chapitre 1er. Leur conduite et aptitudes sont influencées par les acquisitions passées, déterminées par les facteurs sociaux en termes de choix de filières, d'options et en termes d'adaptation au cadre scolaire. Elles président aussi à l'intégration plus ou moins facile et ainsi à la réussite, surtout dans les disciplines supposant des acquis intellectuels, culturels et économiques. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a des tendances et des modifications dans les réalisations de l'échelle, au niveau de la structure, de l'échelle sociale. Alors, d'abord, Bourdieu l'évoque dans les questions de discipline, les disciplines qui sont enseignées.
en précisant que les disciplines formelles, donc la linguistique, les sciences sociales, sont devenues dominantes. Euh, Baudrillard questionne la maîtrise imparfaite du langage social de la consommation, qui rend les maîtres de la consommation, les personnes qui en maîtrisent, voire en organisent le code et le fonctionnement, éminemment puissants. Les prescripteurs de valeurs sociales. Bourdieu et Passeron, donc dans Les Héritiers, expliquent que chaque imputation d'évaluation élevée ou faible, ou don, ou déficience d'un apprenant, inscrit dans le destin individuel le produit de l'éducation, contribuant aussi vicieusement à la consolidation des voies sociales de l'inégalité scolaire. Dans le texte 5, la petite bourgeoisie, une classe de transition adhérant plus fortement aux valeurs scolaires, moyen de distinction pour elle vis-à-vis de la classe moins favorisée. On peut parler de tendance de réalisation systémique des échelles, de réalisation structurelle des échelles. Alors, il y a aussi le sens de cette échelle sociale, notamment au niveau des comportements, qui permet classification, hiérarchisation. C'est ce qui est proposé par Baudrillard, qui dit que consommer est un acte signifiant socialement, le code de consommation étant équivalent à un langage, que consommer regroupe un ensemble d'actes de consommation signifiant un comportement dont la valeur est statutaire et hiérarchique. C'est-à-dire qu'on fait un statut et vous situe dans la hiérarchie. Pour Cohen, le cloisonnement social de la réussite scolaire, qui correspond à l'idéologie charismatique de la grâce légitime des privilèges culturels socialement transmis, c'est l'idée de Bourdieu qui est reprise là, déplaçant la considération objective du mérite vers une grâce subjectivement sensible, s'édifie ainsi en racisme de classe, auquel les victimes elles-mêmes prêtent allégeance. Le texte Bourdieu et Passeron précise que ces attitudes sont le fruit d'un habitus socio-culturel de classe, ainsi le détachement et la manifestation du sentiment de sécurité sociale, améliorant encore les avantages socio-culturels intellectuels acquis par la confiance en soi et aussi par l'inclination paradoxale de l'école à valoriser l'art de prendre ses distances par rapport aux valeurs et aux disciplines scolaires. Mais menace de dilapidation culturelle d'un côté et énergie exceptionnelle à surmonter les barrières culturelles de l'autre, plus fortement présentes de façon logique chez les survivants du système scolaire, originellement défavorisés du système scolaire, individus exceptionnels de leur classe, que porte leur méconnaissance du déterminisme social à l'homme, affaiblissent la mécanique déterminative du cursus scolaire. Les inégalités sociales confortent donc deux étoiles, on pourrait dire, scolaires, opposés face au savoir culturel d'élite, conquête et héritage. Les attitudes à l'égard de l'enseignement sont distinctes entre les étudiants d'origine bourgeoise qui dédaignent les techniques du travail intellectuel, représentant mal une vision épicurienne du processus d'immersion dans le savoir et un engagement gratuit, et les autres plus dépendants à l'égard de l'université qui manifestent un engagement dans le réel. Le cursus scolaire pour Bourdieu dans Homo Academicus peut se lire par les parcours prestigieux des élites petites bourgeoises. Cependant, ces parcours ont été dévalués et ainsi on trouve d'anciens normaliens subalternes des nouvelles disciplines formelles. Bourdieu et Passeron, dans Les Héritiers, texte 4 et 5. Le texte 4 considère que la société reste admirative de la précocité d'un cursus honorum qui extrême de l'idéologie charismatique, transmuant l'échec en arrêt volontaire pour une caste d'apprenants honorés par une réussite certaine, auquel le système enseigne à ne jamais douter de leurs dons et d'eux-mêmes. Donc là, on est sur la question de la pérennisation des échelles, notamment à travers le cas du cursus scolaire.
Et texte 5, toujours dans le même thème, la hiérarchisation sociale des secteurs de l'enseignement supérieur amène les grandes écoles à recruter la quasi-totalité de leurs étudiants au sein des classes de cadres moyens et supérieurs. Et le piétinement ou le retard des étudiants issus de classes moins favorisées à tous les niveaux est visible. Un autre thème pourrait être plus définitoire autour de l'échelle de valeur sociale, quelle est-il? Alors, pour Baudrillard, des biens et des services consommés s'intègrent dans la logique sociale de la consommation, dont le rôle est de différencier les valeurs sociales et valeurs d'usage des biens et des services. Pour Cohen, les critères de sélection scolaire distribuent les positions sociales hiérarchisées. Et pour Bourdieu et Passeron, le phénomène de relégation fonde la sectorisation socialement hiérarchisée des institutions d'enseignement supérieur. Comment se construit cette échelle de valeur? Alors pour Bourdieu, dans Academicus, du savoir, de l'enseignement, se pose la question d'échelle, du savoir, de la valeur du savoir et de l'enseignement. La valeur du savoir, ou la valeur de savoir, est liée à celle de l'institution universitaire ou scolaire. Pour Baudrillard, la valeur sociale, on pourrait dire, de la consommation est constituée des valeurs hédoniques et sémiotiques de la logique sociale de la consommation. Pour Cohen, la valeur de la sélection scolaire, pédagogiquement, il s'agirait d'évaluer la réussite, non de façon absolue par rapport à une norme sociétale moyenne, mais de façon relative et différentielle par rapport à une évaluation initiale. Pour Dieu et Passeron, par l'approche du savoir comme domaine de compétence pour les plus favorisés et non comme matière d'apprentissage pour les autres. Donc domaine de compétence partiel et cloisonné. Opère son déclassement par rapport à l'approche holistique, c'est-à-dire l'approche globale, l'approche d'ensemble, qui en fait une valeur sociétale majeure. Enfin, dernier thème, je pense, visible chez Baudrillard, consommer, c'est manipuler des signes distinctifs socialement pour s'inscrire dans son groupe social. Donc, l'inscription dans le groupe social pourrait faire référence à un fonctionnement systémique de l'échelle des valeurs sociales. Pour Cohen, deux groupes sociaux distincts sont à l'œuvre, les premiers nourrissant l'espoir fortement cohésif de devenir les seconds prenant directement en charge les premiers, cette cohésion qui permet de rendre la société justement une. Et le manque de cohésion, c'est-à-dire le désespoir d'accession au statut d'insiders génère donc des fractures dont les crises, notamment celle des banlieues, étaient un exemple pour Cohen. Alors Bourdieu et Passeron indiquent que les obstacles économiques, les conditions de vie ou de travail expliquent la mortalité scolaire, autant que l'homogénéisation scolaire et la subordination de l'avenir professionnel à une institution monopolisant le moyen essentiel de la réussite sociale. Donc, par mortalité scolaire, en même temps, c'est l'abandon du cursus scolaire. Alors, comment on élabore le plan à partir de ce tableau, on va appeler un tableau synthétique. Alors d'abord, il faut relier les thèmes 2 à 2 en se référant aux fiches ou aux notes sur chaque thème tirées dans des différents documents. Ensuite, il faut transformer ces thèmes en titres de sous-parties. Donc pour bien construire un titre, c'est-à-dire pour qu'il soit ensuite manipulable, réutilisable dans les phrases d'annonce ou dans les phrases d'introduction partielle ou autre, le mieux est d'arriver à construire des phrases nominales. Donc ça, c'est de la syntaxe, mais les syntaxes, grammaire et expression, méthodologie de l'expression sont
complètement liés. Donc, dans l'idéal, il faudrait avoir donc, des phrases nominales, c'est-à-dire sans verbe, contenant le sujet et l'objet, c'est-à-dire ce dont on parle et ce qu'on en dit, le thème et le propos. Donc évidemment, le propos étant divers, il faut arriver à le résumer, à lui donner une généralisation suffisante pour couvrir les différents propos des différents auteurs à travers les différents textes, tout en étant quand même relativement précis par rapport à le contenu de ce propos, l'objet lui-même. Donc sujet et objet, dans la phrase nominale. Ensuite, c'est une question d'ordonnancement. Donc ordonner ces thèmes en 6 ou 9 points qui vont se suivre progressivement selon un plan type. Alors d'abord, donc si on reprend le tableau général, je vais vous proposer, on a parlé donc des actes d'interaction socioculturelle visant l'intégration à un groupe social. Le groupe social propre ou le groupe social rigué. Donc c'était l'ensemble des différentes idées développées par les textes 2, 3, 4 et 5, donc autour de consommer pour faire référence à un groupe de statut supérieur, par rapport au taux de chômage dans la... qui fait la distinction entre insiders et outsiders, et le fait de vouloir passer d'un groupe à l'autre, le fondement culturel de la réussite scolaire et l'intégration grâce à la réussite scolaire chez Bourdieu. Ensuite, les rôles respectifs de l'école et du milieu socio-familial dans la transmission ou la perpétuation du statut, de la place, des valeurs sociales et les échelles de valeurs sociales. Alors, on a Cohen avec Seule la République se veut aidante, le principe de l'ascension sociale et de la méritocratie qui est mis en avant, qu'il était du moins. Et chez Bourdieu et Passeron, l'inégalité formelle face à l'égalité affichée, objective, qui met en valeur en fait l'héritage familial. Les conséquences systémiques de la quasi-exclusive transmission des valeurs sociales par le groupe d'appartenance. Donc chez Cohen, c'est la privation de solidarité manifeste pour les jeunes des quartiers périphériques populaires, qui a des conséquences catastrophiques liées au système lui-même. Quand on la relie à un refus de communautarisme, puisque ça fragilise cette catégorie de population. Chez Bourdieu, il y a l'effet dépréciatif global de l'idéologie charismatique, la stigmatisation, le passé social dans le texte 5 qui se mue en passif scolaire. Le rôle de la norme sociale dans l'établissement de l'échelle, avec la consommation, l'idée de plus-value, moins-value sociale, qui est intégrée dans un système de valeurs signifiantes, l'établissement d'une échelle de valeurs liée à la consommation par Baudrillard, la normalisation scolaire, l'inégal soutien familial qui fonde l'élitisme du système scolaire, donc toujours intégrant la norme sociale pour l'échelle, chez Cohen, les critères d'évaluation pour Bourdieu et Passeron qui mettent en valeur comme définition d'essence passif scolaire à partir du passé culturel et qui normalise encore une fois par l'évaluation de capacité objective, en fait biaisée, une forme de déterminisme dans le classement social. Idée reprise donc, dans le texte 5 par les conduites et aptitudes qui influencent et perpétuent ce système. Ensuite,
tendances et modifications dans les réalisations structurelles de l'échelle. Donc, ce sont les grandes tendances et comment elles se modifient, on pourrait dire. D'abord, pour Homo academicus, ce sont les disciplines enseignées qui se modifient. Pour Baudrillard, ce sont les maîtres de la consommation qui modifient ces échelles, qui sont des grands prescripteurs, car ils sont éminemment puissants, puisqu'ils maîtrisent seuls le langage de la consommation. Pour Bourdieu et Passeron, c'est le système lui-même et notamment l'acteur principal qui est l'enseignant, mais aussi la société, l'acceptation en fait globale par la société de l'idéologie charismatique, de l'idéologie du don, et en même temps l'aspiration de la petite bourgeoisie, donc ça c'est le texte 5, à accéder grâce à l'école et donc la tendance à perpétuer les valeurs scolaires, puisqu'elle en est la catégorie la meilleure bénéficiaire. Ensuite, la signification scalaire, donc la signification de l'échelle sociale, lisible dans le comportement, donc la signification scalaire sociale du comportement. Comment classification, hiérarchisation sociale se manifeste à travers le comportement. Alors pour Baudrillard, c'est à travers l'acte de consommation. Consommer, c'est un acte signifiant. Et puis aussi l'ensemble des actes de consommation qui sont regroupés derrière, on pourrait dire, une posture, une stature liée à la valeur sociale. Et donc, on peut parler d'une valeur statutaire et hiérarchique de l'acte de consommation. Pour Cohen, le cloisonnement social de la réussite scolaire, l'idéologie charismatique, la considération objective du mérite, le principe de la méritocratie qui construit aussi le racisme de classe. Et dans le texte 5, les attitudes qui résultent d'un habitus socioculturel et qui manifestent l'inégalité sociale avec des comportements, l'éthos de l'étudiant qui varie de façon assez forte suivant l'extraction sociale et qui, évidemment, en plus de manifester la valeur d'échelle, construit aussi la réussite ou l'échec scolaire et social par forme d'habitude de l'un ou de l'autre. Alors, la pérennisation ou la modification de l'échelle par les réalisations socio-éducatives, c'est-à-dire comment le cursus scolaire peut-il participer à maintenir ou à modifier cette situation. Alors évidemment, il y a là le cursus scolaire, on pourrait dire, d'évaluer l'école normale, si on peut dire, d'évaluer par rapport au prestige du parcours obtenu par les temps passés et qui est lié notamment à l'arrivée de disciplines formelles. Et Bourdieu et Passeron pose la question du cursus honorum, de la précocité, comme un maintien d'une forme de caste d'apprenants honorés par une réussite scolaire, et indique comment la hiérarchisation sociale des secteurs de l'enseignement supérieur, dans le texte 5, chapitre 1er des héritiers, recrute la quasi-totalité des étudiants au sein des classes de cadres moyens et supérieurs. Alors après, tout tourne autour de la question de l'échelle des valeurs, et donc le premier point est comment chaque auteur définit. Alors, s'agit-il d'axiomes pour démarrer une réflexion, pas systématiquement, sur une échelle des valeurs sociales. En tout cas, pour Baudrillard, des biens et des services consommés, l'échelle des valeurs des biens et des services consommés. Pour Cohen, la sélection scolaire, qui constitue un positionnement social hiérarchisé. Et pour Bourdieu et Passeron, l'institution, pour ce qui est de l'enseignement supérieur,
qui construit la sectorisation par le phénomène de relégation. Ensuite, comment se construit une échelle sociale. D'abord, l'échelle de valeur du savoir et de l'enseignement dans Homo academicus. Ensuite, celle de la consommation, puis celle de la sélection scolaire. Et chez Bourdieu et Passeron, l'approche du savoir comme domaine de compétences partielle et cloisonnée. Et enfin, le fonctionnement systémique de l'échelle des valeurs, c'est-à-dire comment elle s'intègre dans un système qui s'établit et perdure ou se modifie en fonction d'éléments internes et prégnants. Alors pour Baudrillard, il s'agit du choix de s'inscrire dans son groupe social et dans le groupe social de niveau supérieur, qui maintient et perdurer et même évoluer le système de la société de croissance à travers la consommation. Pour Cohen, c'est la distinction de groupes sociaux qui cherchent l'un à devenir l'autre, qui construit une cohésion pour le système et qui donc permet de faire perdurer les échelles. Et pour Bourdieu, c'est en bonne partie les obstacles économiques, les conditions de vie qui expliquent la mortalité scolaire, la mortalité universitaire en tout cas, et qui font obstacle à la valorisation des compétences personnelles, on pourrait dire. Alors à partir de là, on peut construire un plan général. On a là énoncé les titres des sous-parties et il s'agit de construire un plan général. Alors je vous proposais 3 grandes parties, mais on a plusieurs façons d'y arriver. Donc soit on peut proposer un plan thématique, c'est assez fréquent en synthèse. Dans ce cas-là, on essaie d'aller du plus large au plus précis, du plus courant au plus spécialisé. Soit vous pouvez proposer un plan analytique, donc c'est pour rappeler un des types de plans. Donc, s'il existe évidemment une problématique saillante dans l'ensemble des textes, dans ce cas-là, la première partie peut constituer une définition, la deuxième une démonstration, la troisième un dépassement. Et c'est assez fréquent aussi en histoire, un plan qui va être chronologique, s'il y a un mouvement historique qui se dégage, si l'évolution est au centre de la problématisation, par mouvement, phrase, d'autres possibilités sont permises, mais c'est ce qu'on trouve assez fréquemment. Donc là, le premier thème général concerne les comportements socio-culturels pérennes. Donc c'est plutôt définitoire, on pourrait dire. Le second thème général, donc qui regroupe ce parti, proposer la modification ou l'établissement d'une échelle de valeur sociale. C'est plutôt une démonstration. Et enfin, la question de l'échelle des valeurs constitue un approfondissement. La question de l'échelle des valeurs, comment on peut la définir, c'est l'échelle des valeurs, et puis comment elle entre en jeu aussi. Alors ensuite, on va pouvoir construire le plan détaillé. Donc, premier thème général, les comportements socioculturels pérennes. Commencerait par présenter les actes d'interaction socio-culturelle visant l'intégration à un groupe social, propre ou brigué. Alors, on peut réunir les sous-thèmes suivants. Donc, une deuxième partie qui réunirait plusieurs sous-parties. Les politiques socio-culturelles de cloisonnement social par la transmission, la perpétuation des valeurs sociales ou des échelles de valeurs sociales, avec d'abord les rôles respectifs de l'école et du milieu socio-familial dans la transmission et la perpétuation, les conséquences systémiques de la quasi-exclusive transmission des valeurs sociales par le groupe d'appartenance, ensuite, et puis dans un deuxième temps, la modification, l'établissement d'une échelle de valeurs sociales, donc le deuxième thème général, regrouperait le rôle de la norme sociale dans l'établissement de l'échelle. La norme permet de construire l'échelle, les tendances et modifications dans les réalisations structurelles de l'échelle, les structures de l'échelle sociale se modifier ou maintenues. Que signifie cette échelle sociale, on pourrait dire, en termes de comportement, donc la signification scalaire sociale du comportement, comment le comportement
manifeste une classification et une hiérarchisation sociale. La pérennisation, la modification de l'échelle par les réalisations socio-éducatives, dans le cas du cursus scolaire, permettrait de terminer cette deuxième partie. Et enfin, le troisième thème général, troisième partie, donc l'échelle des valeurs. Alors d'abord définition de l'échelle des valeurs sociales, puis la construction de l'échelle des valeurs sociales, comment elle s'établit, et enfin le fonctionnement systémique de l'échelle des valeurs sociales. Donc, comme je l'ai expliqué, hein, le plan détaillé a été dans un sens, mais il pourrait être pris aussi dans un autre. Le plus difficile était de mener la réflexion préalable en parallèle entre la lecture des textes, leur compréhension et l'élaboration d'une problématisation qui puisse ensuite permettre d'avoir des outils sémantiques et conceptuels pour réfléchir sur ces textes et réfléchir à partir des idées du texte, des textes, mieux comprendre ces textes afin de manipuler les thèmes et les propos pour construire les sous-parties. Alors, on va voir ensuite comment est structurée, se construit l'introduction d'une synthèse. Donc il s'agit d'abord de présenter la thématique en une phrase. Cette présentation méthodologique a une structure assez serrée. L'idée étant d'arriver à relier les éléments entre eux de façon assez discrète, tout en maintenant un fil conducteur rédactionnel clair. Donc d'abord la présentation de la thématique. Donc la thématique, ça peut être donc c'est d'abord le domaine, hein, par exemple socio-culturel là, qui regroupe l'ensemble des thèmes abordés dans différents documents. Ensuite, il faut la mettre en valeur dans le centre d'intérêt disciplinaire et donc présenter le centre d'intérêt disciplinaire. Là, il s'agirait du lien entre approche socio-culturelle et socio-économique, hein, des questions de la valeur. Ensuite, la présentation de la problématique, donc une phrase avec un argumentatif, une cause à conséquence par exemple. Donc d'abord développer la problématisation, toute la partie qui a été proposée avant, mais de façon relativement brève, concise hein, et efficace par rapport à l'objectif de la synthèse. Ensuite, énoncer de la problématique cadre de la réflexion, qui est menée par l'ensemble des documents. Et puis la présentation des différents thèmes, avec une phrase explicative, donc notamment les thèmes qui nécessitent un peu de précision, donc en énonçant les thèmes principaux et en expliquant les points de vue proposés dans les différents documents par rapport à ces thèmes principaux. Donc ça correspond à peu près à ce qu'on avait pu noter dans le tableau synthétique. Et la présentation des documents peut venir à ce moment-là, mais ce point 4, présentation des documents, peut être à plusieurs endroits dans l'introduction. Les méthodologies sont plus ou moins rigides suivant les personnes, mais l'important c'est que les éléments y soient et celui-ci n'est pas forcément ne s'impose pas forcément ici. Donc là c'est la présentation des auteurs des textes hein, en regroupant alors par point de vue et par type, donc c'est ça qui demande un petit peu d'adresse, mais l'important restant de présenter clairement titre, auteur, année pour chaque document. Mais ça peut être bien de les regrouper selon leur type, selon le point de vue qu'ils abordent. Ensuite, donc titre, auteur, année, type pour chaque document, chaque texte. Et enfin, l'annonce du plan, à proprement parler. Alors, c'est là que l'utilisation de phrases nominales pour la construction du plan donne plus de facilité pour l'annonce du plan. Alors, la conclusion, structure plus simple, puisque en deux temps, d'abord elle tire un bilan, puis elle ouvre. Mais l'essentiel pour la synthèse va être évidemment de se concentrer sur le bilan. Donc d'abord un élargissement analytique de chaque conclusion partielle qui a été proposée pour chaque partie. Hein. Une conclusion qui va en élargissant l'analyse. Et ensuite un approfondissement de ces élargissements successifs par
lien avec le thème, et en les reliant au thème connexe, en évoquant les non-dits des documents, implicite, le silence sur certaines idées, théories, etc., que l'on peut connaître par ailleurs, peuvent permettre de construire ce binôme. Ensuite, l'ouverture. On peut énoncer des points, des aspects, des domaines, des angles de vue qui n'ont pas été traités dans les documents, mais qui ont été relayés dans la littérature ou qui sont attendus sur la méthodologie, selon la méthodologie générale suivie dans certains textes. On peut évoquer, s'il y en a, des manques, des lacunes éventuelles, des erreurs ou des contradictions d'un document à l'autre. Comme dans le corps du texte, on a pu évoquer des réponses. Là, ça peut être l'occasion. La synthèse n'a pas été très sélective du point de vue du contenu de chaque document, mais quand elle l'est, ça peut être l'occasion de signaler que tel ou tel aspect étudié dans tel ou tel document n'a pas été abordé parce qu'il ne correspondait pas au thème proposé ou parce qu'il était justement une exception, on pourrait dire, de la structure, du texte dans son ensemble. Enfin, donc une fois qu'on a tous ces éléments-là, il est possible de rentrer dans la rédaction. Souvent, on propose un plan apparent, mais il est possible aussi d'entièrement rédiger les titres pour une synthèse. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Ensuite, il s'agit d'une présentation évidemment orale. Les titres du plan apparent vont se retrouver dans la présentation. Donc, à l'oral, évidemment, il faut avoir des phrases construites en général pour vous permettre de corriger votre travail, donc de connaître un peu les critères d'évaluation. Donc, on rappelle, je pense que ce sont les critères d'évaluation qu'on trouve par ailleurs dans à peu près toute la littérature sur les méthodologies, mais pour avoir une idée de la répartition des différentes notes. Alors, en général, on porte 4 points sur la partie expression, comptant la clarté, la précision, le style. Évidemment, tout ce qui concerne la correction de la langue va être porté dans la partie rhétorique, argumentation, pour dire sur 10 points, avec 2 points sur la langue qui sont un minimum. Mais évidemment, quand on a porté déjà 4 points sur l'expression, on peut considérer qu'en réalité, quasiment un tiers de la note est constitué par la maîtrise de la langue française, puisque la clarté, la précision, le style, la fluidité nécessitent une maîtrise de la langue. Ensuite, l'analyse dialectique, l'approche des textes peut constituer un élément important aussi dans l'évaluation, donc 6 points. Alors, rhétorique et argumentation, on peut compter la méthodologie, la structure, donc l'ensemble, 8 points, avec l'introduction, la conclusion, 4 et 2 ici, ça peut être 3, la présentation des transitions, la clarté, la pertinence, la logique qui apparaît dans le plan, qui permet d'éclairer, qui apparaît sur le plan, qui permet ainsi d'éclairer le propos. Et puis le caractère analytique et dialectique, c'est-à-dire la référence au texte, aux auteurs, la connaissance des œuvres, la pertinence de la réflexion portée sur les œuvres, et donc évidemment l'explication et la compréhension des enjeux du sujet et des documents. Voilà, cette vidéo a permis, je pense, de donner des éléments assez complets pour une première approche de la synthèse. Ensuite, c'est un exercice qui s'acquiert par la pratique. Donc l'idéal là est de déjà réaliser cette première synthèse de documents. À partir de la lecture des documents, ça peut suffire pour construire les éléments et faire par soi-même, évidemment, sans se laisser perturber par ce qui a été proposé comme approche. Et puis ensuite, réaliser d'abord avec d'autres sujets types proposés, puis construire ses propres recherches de documents qui pourraient permettre de
proposer une synthèse sur une question donnée. Donc, quand on travaille dans ce sens-là, ça sous-entend d'avoir réalisé une problématisation, une approche conceptuelle importante pour pouvoir centrer sa réflexion et cerner la question qui pourrait être prévalente et en parallèle mener des lectures, donc évidemment larges et systématiques autour du thème pour choisir une question que l'on pourrait se poser qui pourrait être pertinente pour construire une synthèse.